Radio IDFM 98 ou Radio IDFM 98.fr. Après cette pause, nous retrouvons Gérard Vespierre dans la deuxième partie de notre émission Décryptons le monde. Gérard, vous nous proposez de réfléchir à la situation humaine la plus difficile de la zone Europe-Moyen-Orient, puisque vous allez nous parler de la Syrie. Les morts, les destructions, les personnes déplacées s'additionnent maintenant depuis plus de 10 ans. Comment et pourquoi ce cauchemar dans la population syrienne a-t-il commencé? Jacqueline, vous avez raison, il s'agit de la situation la plus effroyable que nous connaissons aux portes de l'Europe. Et donc, les Syriens commencent la 11e année de cette situation-là. Donc, même s'il n'y a pas, je dirais, de conflit intense actuellement, il y a une paix relative, mais dans la grande précarité et dans la grande pauvreté. Alors, ça vaut la peine de réfléchir au pourquoi et comment les choses peuvent évoluer. Donc, le pourquoi de la naissance de cette situation-là a été le fait que la Syrie a été le quatrième domino du printemps arabe. Le premier domino a été donc la révolte en Tunisie, qui a entraîné le domino libyen, qui a entraîné le domino égyptien, et donc le domino syrien a suivi, et cela en 3 mois. On n'a pas souvenir suffisamment précis de ce temps, mais les événements ont commencé en décembre 2010 en Tunisie, et donc la population était dehors à Damas en mars. Donc voilà, le premier élément, c'est la soif de changement, le besoin d'élever le niveau de vie, la soif de liberté sur des régimes qui étaient fortement autoritaires. Donc c'est avant tout une dynamique sociale qui a fait cette révolution, cette situation. Et il n'est pas du tout question d'évoquer des conflits potentiels, de réseaux de gazoducs, comme certains analystes, malheureusement, se risquent à évoquer. Donc, cette situation a été dans une spirale descendante parce que le régime a utilisé absolument toutes les recettes les plus négatives pour se maintenir au pouvoir, donc libération de prisonniers, armement de ces milices pour effectivement combattre la population, bombardement sauvage sur des établissements civils, écoles, hôpitaux, parce que dans les sous-sols, il pouvait y avoir soit des caches d'armes, soit des réunions de combattants. Eh bien, tant pis, hôpital ou école, on bombarde quand même. Donc, une radicalisation du régime qui a mis en place toutes les tactiques possibles et les plus odieuses pour se maintenir au pouvoir. Il faut appeler un chat un chat. Donc différents courants ont été à l'œuvre, des courants donc démocratiques, des courants djihadistes, des courants religieux. Donc vous avez eu effectivement cette addition de sources d'opposition au régime syrien qui a créé avec le temps et les interventions étrangères l'épouvantable situation que nous connaissons. Mais comment cette implication étrangère, précisément, s'est-elle construite? Et en réalité, pourquoi ces interventions n'ont-elles abouti qu'à aggraver la crise? Alors, vous faites bien de mentionner cela parce que c'est effectivement une des racines profondes du mal. Les puissances qui se sont invitées dans le conflit intérieur syrien, eh bien, ont finalement, si vous regardez les choses de près et en détail, sont intervenues avec des buts de guerre différents. Donc l'Iran qui est intervenu parce qu'elle avait une histoire, je dirais, positive avec la Syrie. N'oublions pas que la Syrie a été le seul pays arabe à soutenir l'Iran perse, donc non arabe, contre Saddam Hussein, donc puissance aussi arabe.
la Syrie était le sol. Donc, il y a des liens privilégiés entre Syrie et Iran. Donc, aussi, sur le plan religieux, la minorité alaouite au pouvoir à Damas est une branche du chiisme. Donc, voilà, l'Iran intervient, mais avec objectif, on maintient Bachar al-Assad au pouvoir. La Russie, elle est forte de son traité d'amitié entre l'Union soviétique et la Syrie, qui date de octobre 1974. Donc voilà, c'est une grande histoire et elle a des facilités militaires, la Russie, en Syrie, au port de Tartous et puis des accès à la base de Emin Latakié. Donc elle est présente et elle va intervenir elle va intervenir en 2015 seulement, au moment où ses propres installations militaires sont menacées par les rebelles. Donc elle décide de franchir le pas, et là aussi avec un objectif de maintenir Bachar el-Assad. La Turquie intervient quand la Russie intervient, donc parce qu'elle a une présence frontalière importante et elle craint effectivement des agitations dans sa province kurde parce que les Kurdes sont à cheval sur la frontière syrienne et turque. Donc elle intervient pour cette raison-là. Et puis il y a à l'est des populations qui sont antérieurement, qui ont appartenu à l'Empire ottoman et qui sont encore légèrement turcophones. Donc la Turquie, elle, est contre Bachar el-Assad depuis le début. Enfin, l'Europe et les États-Unis qui interviennent au moment où l'État islamique naît, donc en 2014, et donc l'intervention est surtout pour éradiquer la présence importante de l'État islamique dans tout l'est de la Syrie, et donc voilà à nouveau une position contre l'État et le pouvoir de Bachar el-Assad. Merci pour ces éclaircissements qui précisent bien les visées différentes de chaque État intervenant en Syrie. Depuis quelques mois, la 11e année de guerre a commencé. Quelle est à ce jour la position des forces en présence? Alors, on a un total morcellement. La Russie est présente dans l'Est. L'Iran est présente par ses milices. Elle a fait venir des Afghans, elle a fait venir des Pakistanais pour donc avoir une présence sur le terrain. Et elle est présente dans l'ensemble du pays au nom du grand arc chiite qui va de Kaboul jusqu'à Beyrouth, en passant bien sûr par Téhéran. Donc la Turquie tient la partie nord. Les États-Unis ont une mini-base à Al-Tanf, qui est sur la route entre Téhéran, Bagdad et Damas, donc qui bloque le circuit routier, et aussi donc toute la partie est du pays, qui est sous le contrôle des YPG, des forces démocratiques syriennes, donc sur toute la partie entre Pamir et puis la frontière avec l'Irak. Mais dans cette situation de morcellement, il est néanmoins prévu des élections présidentielles le 26 mai. Cela n'est-il pas totalement étonnant, pour ne pas dire ubuesque ? Vous avez totalement raison, c'est absolument invraisemblable. Donc beaucoup, l'opposition syrienne est vent debout, les ONG, beaucoup de pays européens, les États-Unis. Donc un tiers de la surface du pays échappe au contrôle du régime. Il y a 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ne pourront pas voter, sans compter bien sûr les réfugiés et les difficultés dans la zone d'Idlib. Donc vous avez les réfugiés en Turquie, au Liban et en Europe qui resteront en dehors du scrutin. Donc, on a finalement une stratégie menée par la Russie et l'Iran qui consiste à privilégier la forme au détriment du fond. Donc on aura un scrutin avec un président renouvelé. Et là, on est dans la forme, on est avec une victoire de forme, mais on se moque du fond. Et il y a à cet égard un très grand risque que cette situation n'aboutisse pas au résultat que la Russie et l'Iran escomptent.
Alors, on vous entend bien, mais qu'est-ce qui pourra sortir justement de cette situation? Comment aboutir à un départ des troupes étrangères? Comment est-il possible d'envisager sérieusement un programme de reconstruction, un retour des réfugiés situés dans les pays frontaliers, pardon? Alors effectivement, il faut revenir à ce que la Russie elle-même demandait en 2018. Vladimir Poutine lui-même a dit la résolution de la situation syrienne se fera de façon politique et par le départ de toutes les troupes étrangères. Et son conseiller sur le dossier syrien, Alexandre Lavrentiev, a ajouté 48 heures plus tard l'Iran y compris. Donc il faut impérativement que la Russie participe au départ des milices iraniennes de Syrie. C'est un élément préalable à ce que effectivement les États-Unis puissent aussi faire un geste dans la même direction, donc du retrait, ainsi que les forces kurdes. Donc il faut qu'il y ait ce mouvement militaire de retrait des forces étrangères pour que il y ait cet acte politique et donc à ce moment-là, on pourra envisager un processus de reconstruction. Il y a des réunions qui ont été établies à la demande de Téhéran et de Moscou à ce sujet, mais qui ont réuni que quelques milliards de dollars. Il y a une somme énorme de besoins en Syrie. Il est évoqué le chiffre monstrueux de 100 milliards de dollars pour reconstruire ce pays. Donc, il faut impérativement qu'il y ait un départ des troupes étrangères pour qu'il y ait une solution politique et ensuite une solution économique et humaine. Merci Gérard de nous avoir apporté autant de clarté dans la description d'une situation complexe et porteuse de tant de souffrances pour des millions de Syriens. Espérons que malgré tout, le bon sens pourra un jour prévaloir. Chers auditeurs, c'est sur cette note difficile, mais cependant d'espoir que nous terminons aujourd'hui notre émission Décryptons le monde. Rendez-vous jeudi prochain, 9h30. D'ici là, prenez soin de vous.